nous recevons ce samedi est analyste politique des questions internationales. Elle est également consultante en communication. Elle fut directrice de communication en relations publiques en 2021 au compte du bloc républicain. Elle a été également journaliste au groupe de presse La Gazette du Golfe. Elle est nantie d'un master en sciences politiques obtenu à l'université d'Abomey-Calavi. Parlant toujours de master, l'Amazone de cet après-midi est également détentrice d'un master en sciences politiques et relations internationales obtenu à l'université de Lille 2. Elle a également à son actif plusieurs ouvrages. Celle que nous recevons ce samedi après-midi pour votre émission Politiquement Féminin est Hulda Moussa Mama. Elle est experte en relations internationales. C'est donc à ce titre qu'elle est reçue par toute l'équipe de production de Politiquement Féminin. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Nous sommes le samedi et c'est votre émission Politiquement Féminin. Politiquement Féminin de cet après-midi, vous avez eu droit à la présentation de notre invitée et ensuite, elle devra avoir un entretien avec moi. Ce sera le tour de la Lou et du Louvre de pouvoir échanger et vous aurez droit à une conclusion. Alors, bonsoir Hulda Mama. Bonsoir Tatiana. Cet après-midi, nous allons discuter autour du thème crise Bénin-Niger. Quel danger pour la géopolitique? Mais avant, vous avez vu, nous avons fait une petite présentation de la personne que vous êtes. Qu'est-ce qu'on devait ajouter? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Voilà, dites-nous un peu, qu'est-ce que vous avez trouvé de cette brève présentation? Oui, alors merci d'abord pour cette présentation. Simplement que je n'ai pas été directement directrice de la communication et des relations publiques pour le blog républicain, mais pour une agence à laquelle le blog républicain a sous-traité sa communication, qui était Carré Design. Donc voilà, et puis le master de l'université de Lille 2 en collaboration avec l'université de Montréal. Voilà. Alors dites-nous un peu pourquoi ce choix sur les relations internationales quand on sait que nous n'avons pas beaucoup de femmes qui excellent dans ce domaine. Oui, alors je pense que votre question est juste, mais peut-être qu'elle fait appel au fait que je n'ai pas grandi ici au Bénin. Peut-être ayant grandi en France, les femmes entrées en politique, et en particulier en relations internationales, ça n'était pas quelque chose d'étrange, de particulier, de singulier. Donc je n'ai pas eu à me poser une question de légitimité. J'ai vu des femmes à la télévision, des femmes dans les médias, des femmes représentées. Donc je ne me suis pas interdit en tout cas d'entrer dans ce milieu, et puis peut-être aussi ça vient aussi de ma famille. J'ai la chance d'avoir eu un père qui était journaliste, qui était féru des questions géopolitiques, était un fin connaisseur de la géopolitique africaine. Donc à table, les discussions, les débats, la profondeur des débats, l'amour de la lecture. Quand on sortait avec papa, on allait chercher tous les journaux de la place, on allait lire de droite, de gauche, du centre. Donc il y avait cette rigueur aussi analytique, cette importance de restituer les faits, le contexte, et puis réellement la mise en valeur d'une certaine rigueur, et surtout de ne pas apposer à un contexte particulier un regard occidental, un regard étranger, exogène. Donc je pense que je le dois aussi à papa. Alors justement, vous le devez aussi à papa. On sait quand même que décrypter l'actualité internationale, c'est un monde très masculin. Est-ce que à des moments vous vous sentez un peu envahi, ou alors c'est sans complexe que vous discutez avec vos homologues hommes? Alors il y a deux choses. Quand je sais ce que je pense réellement, quand j'ai la pleine, quand je suis sûre de moi, c'est une question d'assurance. Lorsque je suis sûre de moi, quand je sais ce que je décris, en tout cas ce que ma lecture d'un sujet particulier, en général ça me pose pas de problème. J'ai pas de complexe vis-à-vis d'hommes en face de moi. Je ne suis absolument pas intimidée. Vous savez, on dit souvent la première relation, en tout cas la jauge d'une relation avec les hommes, c'est la relation qu'on avait avec son père en tant que femme. Exactement. Moi j'avais pas peur de mon père. On n'avait pas cette relation-là, donc j'ai peur d'aucun homme.
Si mon père me fait pas peur, j'ai peur d'aucun homme. Donc, mais après, il y a autre chose, c'est que parfois, surtout ici au Bénin, mais pas seulement, à un certain niveau, il faut quand même être honnête et dire que les hommes fonctionnent un peu de façon hermétique en club. Donc vous pouvez avoir de temps en temps des hommes qui vont, lorsque vous vous retrouvez dans un groupe et que vous êtes la seule femme, ils vont commencer à parler entre eux et vous mettre un peu de côté. C'est quelque chose que entre femmes on a tous vécu et dont on parle. Donc il faut savoir s'imposer, il faut savoir parler d'une voix ferme. Chacun a ses trucs. Hein. Vous savez, Margaret Thatcher, elle disait que elle tenait à ses talons de 15 centimètres. Justement pour pouvoir être à la hauteur de ses mesures. Voilà. Ça lui permettait d'avoir une assurance. C'était juste quelque chose de psychologique, mais qui n'est pas que psychologique d'ailleurs, parce que rien que ce pouvoir se regarder en face, ça n'est pas anodin dans un certain rapport de force. Donc chacun a son truc. Donc on est là, on compense comme on peut les femmes. On n'a pas de grosses voix, on n'a pas de muscles. Ils sont en général un peu plus grands, mais on a aussi de quoi. Ben oui, absolument. Et on a de quoi compenser, mais ce n'est pas tout. Il faut aussi de l'assurance. Alors justement, cet après-midi, nous allons parler de la crise Bénin-Niger. Quel danger pour la géopolitique régionale à l'origine, le coup d'État du 26 juillet 2023. Oui, je vais commencer par ce qu'on n'en parle pas assez, par une dimension, en tout cas une dimension des conséquences qu'a le coup d'État, pas que pourrait avoir le coup d'État du 26 juillet 2023, c'est bien la capacité des États africains, et non pas dans la sous-région ouest africaine seulement, à mobiliser des fonds pour financer leur développement, leurs projets d'infrastructure, leurs projets en tout cas d'industrialisation. Donc je m'en réfère à une déclaration lors du dernier sommet de la Banque africaine de développement, du président kényan, qui il racontait en réalité que il a découvert que les marchés internationaux prêtaient au Niger à des conditions moins favorables, et cela ça s'est joué à quelques mois. Donc il s'est demandé mais qu'est-ce qui se passait. Et il s'est rapproché de ces agences-là, les grandes agences, les trois dont Standard & Poor's, et on lui a dit que c'est parce qu'il y avait un coup d'État au Niger, mais il a dit, aux dernières nouvelles, le Niger est à des kilomètres, même pas en Afrique de l'Est, et loin du Kenya, donc de quoi est-ce que vous parlez? Donc ça vous donne une idée, en fait, de la perception du risque de la part des investisseurs internationaux. Et pour, en réalité, savoir si leur investissement sera sécurisé et à quelle mesure, ils devront chiffrer le risque pour, en répercussion, chiffrer les intérêts, regarde en réalité la stabilité, regarde, en tout cas, la lecture qu'en feront ces grandes agences de développement. Et lui, il s'appuyait sur cela pour dire qu'il y avait un biais de ces agences-là qui mélangeait un peu tout, méconnaissait l'Afrique, et donc qui rappelait que en attendant d'avoir des agences de notation africaine, ce qui n'est pas une panacée, parce qu'il faut aussi une crédibilité auprès des investisseurs, il faut que ce soit tel que les investisseurs regardent pour investir ici, mais c'est déjà un début. En attendant donc de les produire, qu'elles s'installent, qu'elles s'institutionnalisent, il va falloir quand même que les Africains, que tous les États se rendent bien compte qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, peu importe, c'est tout le continent qui est bouleversé. C'est tout le continent qui paie les pots cassés. Donc, on en conclut que l'Afrique est un continent instable, un continent de guerre, un continent, où il y a du terrorisme, un continent où les dirigeants ne sont pas conséquents, et puis aussi, ces relations dégradées, extrêmement dégradées entre le Niger et le Bénin, entretiennent également ce biais cognitif de la part des investisseurs et des agences de notation. Donc, c'est un des éléments importants en tout cas des conséquences géopolitiques qu'ont ces tensions entre le Bénin et le Niger. Alors justement, parmi les 15 qui ont eu à siéger par rapport au Niger, aujourd'hui on a comme l'impression que les 14 sont quasiment absents, mais aujourd'hui c'est le Bénin, celle qui se retrouve au banc des accusés.
Oui, alors c'est une impression effectivement qu'on peut avoir, mais ça a trait aux frontières directes entre le Bénin et le Niger et également au pipeline qui, en tout cas que le Niger a choisi de confier une partie de son pipeline au territoire béninois. On peut s'interroger également sur le fait que en dehors du Bénin, les frontières directes c'était également le Nigeria. Pourquoi pas le Nigeria? Est-ce qu'il est plus facile d'avoir pour ennemi le Bénin que pour ennemi le Nigeria de la part du CNSP? Il y a plusieurs rationalités qui s'entrechoquent dans cette crise, clairement, une rationalité économique, commerciale, ou plutôt une irrationalité commerciale et économique, puisque si la logique était suivie, les deux acteurs, les acteurs de part et d'autre, le CNSP et puis les autorités de Cotonou, s'entendraient sur la mise en œuvre du pipeline et sur le bon déroulement des opérations de livraison et de chargement du pétrole. Il faut rappeler que le deuxième navire de chargement a été déconnecté et que depuis l'arrestation des ressortissants nigériens le 5 juin passé, le lendemain, le CNSP a fermé les vannes des tuyaux de son côté. Donc voilà là où on en est. De façon générale, ce que nous ont appris les précédentes crises, lorsqu'on n'arrivait pas à comprendre de façon rationnelle ce qui se passait, c'est qu'en général, la rationalité était d'un ordre individuel. Il y a des éléments clairement qu'on n'a pas. Ouais, que nous ne maîtrisons pas et qui ont trait à une explication, une logique qui est propre et singulière aux agents qui sont concernés. Donc, avec le temps, certainement qu'on saura de quoi il s'agit, mais clairement, il y a une rationalité individuelle qui vient choquer ici, une rationalité même souveraine, et une rationalité fraternelle, une rationalité commerciale, et en termes d'intérêt strict du Niger et du Bénin. Alors, dites-nous un peu, vous qui êtes expert en relations internationales, et qui vous faites également un peu de la communication politique, qu'est-ce qui justifie le fait que dans cette crise entre le Bénin et le Niger, lorsqu'on croit que là, nous sortons un peu de cette crise, il y a toujours une autre actualité qui revient et remet tout en cause? Alors il y a clairement une crise de confiance entre le CNSP et les autorités ici du côté de Cotonou. Une crise de confiance qui, on s'en souvient, a pour origine les lendemains du coup d'État du 26 juillet dernier, où le président Talon a été mis en avant comme étant un des plus fervents défenseurs de cette fameuse intervention militaire qui devait rétablir dans ses fonctions le président Bazoum ainsi que l'ordre constitutionnel, aux côtés du président Macky Sall, aux côtés du président Alassane Ouattara, du côté du président Tinubu, mais assez singulièrement notre chef de l'État. Bah oui, lorsqu'on dit qu'il s'est mis en avant, il n'a pas fait ça de son propre chef quand même. Pas tout seul. Bah justement. Oui, c'est pour ça que j'ai rappelé même que c'était un collège de chefs d'État et de gouvernement, mais de façon médiatique, on l'a quand même plus vu. Et par ailleurs, dans les faits, les frontières historiquement sont poreuses entre les pays africains, mais le Burkina à côté, évidemment, membre de l'AES, qui a été créé justement en réponse à l'urgence de cette intervention militaire, en tout cas ce qui semblait être le cas alors. Et puis, il y a également le Nigeria et le Bénin. Ce sont les trois pays qui, en réalité, au sein de la CEDEAO, ont des frontières directes avec le Niger. Le Nigeria a fermé, mais il a semblé que les frontières étaient un peu plus poreuses de la part du Nigeria, et les autorités ont réussi, il semble que le Bénin était le plus fautif dans cette histoire, le plus manqué de fraternité, était l'acteur qui a appliqué les sanctions de façon les plus rigide. En tout cas, c'est clairement ce que le Premier ministre Ali Lamine Zeine a déclaré à la télévision nationale nigérienne. Donc, on en veut au Bénin pour cela, et c'est un peu le péché originel, disons, d'où découle toute cette crise-là. Après, que ce soit les repentances du président Talon, qui clairement a dit que ça c'était une erreur et que il fallait pas faire ça, et que maintenant, en gros, il fallait arrêter les frais en début d'année, et que voilà, il fallait arrêter ces bêtises-là et recommencer à se parler. Mais pourquoi du côté de Niamey, on ne semble pas entendre, on veut pas entendre ce son de cloche, parce que on a quand même souvenance que à chaque fois
le Bénin a fait un effort de tendre quand même le rameau d'olivier. Oui, c'est là que intervient une autre rationalité dont je vous parlais. Ça doit être là, c'est là que il y a des informations qui nous manquent, parce que si on s'appuie uniquement sur ce que nous avons, ça n'est pas explicable. Ça n'est pas explicable également que le Niger avance l'argument de base militaire avancé de la part du Bénin, qui servirait de cadre d'entraînement aux terroristes, qui aurait pour objectif de déstabiliser le régime du CNSP, de renverser le pouvoir, alors qu'à côté au Tchad, nous avons des bases avérées, des bases assumées, non seulement françaises, mais également américaines, et le résidu de Barkhane qui s'est délocalisé au Tchad. Et pourquoi, alors que ici elles ne sont pas avérées, c'est sans preuve, là-bas c'est complètement assumé, il y a une relation historique entre la France et le Tchad. Pourquoi est-ce que là-bas, on estime que ça n'est pas une menace pour la sécurité, en tout cas pour la prospérité du CNSP. Alors vous voyez bien que là il y a une relation de confiance que les acteurs, que les autorités militaires nigériennes semblent avoir avec le Mahamat Déby, et qu'elles n'ont pas en réalité avec le président Talon. Ceci ajouté, encore une fois, à des éléments qui nous manquent. Alors, lorsqu'on parle du pipeline, oui, c'est les Chinois qui étaient censés transporter ce pipeline, mais ce pétrole nigérien qui est raffiné en France. Alors, moi, je suis tentée de vous demander, à quel jeu joue Niamey? On crie haut et fort qu'on n'aime pas les Français, mais à côté de ça, c'est cette même France qui raffine le pétrole qui vient du Niger. Alors oui, c'est vrai que on a eu tous la surprise de voir que le premier tanker qui a quitté le terminal pétrolier de Sémé, a pris la direction de la France. Alors c'est vrai que ça a fait rire dans certaines chaumières, parce qu'il y a une certaine ironie effectivement à la situation, étant donné l'inimitié. On peut plus afficher officiellement, sans détour. Absolument, puisque même l'ambassade de France est bien fermée. C'est quand même inédit ici en Afrique. Voilà. Donc, pourquoi ? Alors, on peut s'imaginer que les autorités du CNSP ne maîtrisent pas en réalité les destinataires de déchargement de pétrole. La société WAPCO est co-gestionnaire, donc en tout cas, il y a une co-gestion au sein de la société WAPCO entre le Niger et le Bénin du pipeline, mais WAPCO est une filiale de la China National Petroleum Corporation, et donc elle-même est une entreprise nationale quand même de la Chine. Donc c'est elle qui gère en réalité les clients, c'est elle qui trouve les clients au Niger, c'est elle qui achemine la marchandise vers ces clients-là. Donc je pense que le CNSP a peu de choses à dire là-dessus. C'est juste la loi de la mondialisation, la loi du marché. Ils vont juste suivre, ils ne diront rien du tout. Et voilà, ils ne diront rien du tout parce qu'ils n'ont pas les moyens de dire quoi que ce soit. Alors, dites-nous un peu, cette crise-là, elle repose sur quel pilier aujourd'hui? Est-ce qu'il s'agit des intérêts nationaux ou alors des intérêts d'autres politiques? Alors, il s'agit clairement pas des intérêts, en tout cas pas des intérêts économiques nationaux, puisqu'encore une fois, s'il ne s'agissait que de cela, on aurait trouvé... Je pense toujours qu'on peut trouver un compromis et en tout cas un accord, et on peut se retrouver à mi-chemin côté CNSP et côté des autorités de Cotonou. Il y a, il semble, une lecture géopolitique également de la sous-région. Et peut-être de la part du CNSP, la nécessité d'entretenir une certaine figure de l'ennemi, que serait le Bénin, pour souder davantage sa population autour de lui, parce que on sait en sens politique de façon générale que désigner un ennemi permet de fédérer contre. Si on n'arrive pas à trouver une idéologie pour fédérer pour, on se sert également d'un ennemi pour fédérer contre. Et dans tous les cas, c'est gagnant parce qu'on fédère. Et donc, dans un climat national assez précaire, parce qu'un coup d'État peut ouvrir la voie à un autre coup d'État, et que, il y a toujours une espèce d'épée Damoclès qui pend au-dessus des régimes qui prennent
le pouvoir par la force, eh bien, on ne peut pas faire économie, eh bien, de ce genre de procédé. On sait qu'au lendemain de la prise de pouvoir du CNSP, il y a eu, au niveau d'un certain stade de Niamey, régulièrement, tous les week-ends, des meetings organisés pour montrer, eh bien, le soutien de la population, eh bien, aux autorités militaires autour du général Tiani, et que là, il est nécessaire, encore une fois, d'accentuer cette fédération, de donner l'impression, eh bien, que le peuple nigérien est soudé, et de le souder autour, eh bien, d'un objectif commun. L'idée est bien que la population nigérienne est au front contre une espèce d'impérialisme qui serait aujourd'hui incarné par le Bénin. Mais vous savez, il y a le récent développement, à savoir les 18 mois de prison qui ont été... oui, contre les 3 Nigériens. Contre 3 des 5 Nigériens qui avaient été arrêtés le 5 juin dernier. Il y a un paradoxe là qu'il faut lire, parce que oui, le procureur... des condamnations d'apaisement, oui, parce que voilà, parce donc, que il faille vraiment qu'on aille vers l'apaisement, parce que ça commence à devenir lourd un peu. Tout à fait, parce que d'un côté, quand même, on avait un procureur de la Criée qui nous disait que ces arrestations avaient été effectuées dans le cadre, eh bien, d'informations qui, eh bien, annonçaient, qui faisaient état de menaces pour la sécurité intérieure du Bénin. On pensait à des actes de sabotage, ce qui est très grave quand même dans, eh bien, dans l'ordre légal national. C'est des peines encourues qui ont qui sont de l'ordre de 20 ans de prison quand même, et qu'on arrive finalement à 18 mois de prison, et encore avec sursis. Donc, est-ce à dire que au cours de l'instruction, on s'est rendu compte que les preuves étaient insuffisantes en réalité pour imputer une charge aussi lourde, en tout cas aux 3 qui ont été retenus en prison, ou est-ce que, et ça n'est pas, à mon sens, en bafouement de leur impartialité, politique, mais est-ce que ce soit le procureur dans la peine requise, ou que ce soit les juges qui ont suivi les réquisitions du procureur, eh bien, est-ce qu'on a eu une certaine conscience politique, une certaine conscience régionale? On s'est rendu compte quand même que cette affaire est absolument explosive, parce qu'il faut se rappeler qu'au lendemain, en tout cas quelques jours après, le samedi de l'arrestation, le CNSP a... Ils sont montés au créneau comme d'habitude, par le biais du Premier ministre. Voilà, même pas seulement le Premier ministre, un des porte-paroles, qui, en tout cas dans une allocution télévisée, a parlé de kidnapping et de, eh bien, sauver ses ressortissants par tous les moyens. Donc, s'entendait également la force armée. Tout le monde a entendu également la force armée. Donc, je pense que paradoxalement, certes, il s'agit d'une condamnation, mais clairement, il est question principalement d'apaiser les choses entre le Bénin et le Niger, sans pour autant se dédire, parce que sur le principe, il y a condamnation. Tout à l'heure, vous avez parlé de régional. Alors, je vous pose la question de savoir aujourd'hui, cette crise pourrait éventuellement entraîner quel danger au niveau de la géopolitique régionale? Non, il s'agit surtout d'une polarisation entre les populations sahéliennes d'un côté, et puis surtout celles qui veulent quitter la CEDEAO comme étant un club de chefs d'État déjà qui se soutiennent entre eux, et ensuite inféodés à l'impérialisme principalement occidental, donc dont le président Talon serait comme ça le fer de lance. Donc il y aurait la cristallisation de cette idée-là au sein d'une certaine population, et malheureusement c'est une idée qui fait chemin. Donc, énormément chemin. Qui fait chemin, donc il y aurait une division quand même. Le risque principal, c'est la division au sein des peuples. Pas les peuples dans le sens sociologique, parce que de part et d'autre, il y a toujours familles, une fraternité, il y a toujours une camaraderie, plus encore une fraternité entre peuples de la sous-région ouest-africaine, mais il y aurait l'idée que peut-être le Bénin constitue un danger, qu'il y aurait comme ça des pôles ici de l'impérialisme qui, comme ça, seraient des dangers pour les intérêts principalement de l'Alliance des États du Sahel. Donc c'est extrêmement dangereux à cet égard-là. Et puis également, en l'absence de confiance entre ces acteurs-là, tout ce qui se passe peut être interprété de façon extrêmement dangereuse. Chacun interprète à sa manière. Voilà, parce que il y a eu le 12 juin dernier une attaque au
niveau d'une région frontalière du Nigeria sur une patrouille qui devait en tout cas qui sécurisait les installations pétrolières qui viennent d'Agadem, et 6 militaires nigériens sont décédés au cours de cette attaque. Il y a eu encore dans la nuit de la Tabaski cette fameuse attaque de la part du Fonds patriotique de libération, qui là l'a revendiquée. Celle du 12, personne n'a encore revendiqué. Celle de la Tabaski, on reviendra sur le Fonds patriotique. Donc voilà, c'est un groupe qui l'a revendiqué. Donc, vous voyez que dans cette ambiance-là, il y a une attaque là, le 12 dernier, sans revendication. Qu'est-ce qu'on va penser, étant donné que de la part du Niamey, on accuse le Bénin de préparer des terroristes? N'est-ce pas donc la matérialisation, la concrétisation de cette accusation? Est-ce que n'avait-il pas raison depuis le début? Bon, vous voyez que alors qu'il y a des groupes terroristes qui sont extrêmement actifs dans la région, que ce soit Boko Haram, que ce soit l'État islamique, que ce soit, encore une fois, AQMI. Donc, vous voyez que dans cette confusion générale, il peut avoir une escalade sur un malentendu. Et c'est là que le dialogue doit intervenir, c'est là qu'il doit y avoir réellement des courroies de transmission entre les deux autorités. Et c'est là que la mésentente et puis l'absence de confiance est peut-être dangereuse. Dans quelques instants, vous aurez droit à l'entrée du loup et de la louve. Mais avant, durant toute cette crise, nous savons quand même que le Niger, le Burkina et le Mali ont décidé de créer l'AES. Mais on n'a du tout pas entendu le Burkina, encore moins le Mali, depuis le début de cette crise entre le Bénin et le Niger. Alors, je vous pose la question de savoir, est-ce que ces deux pays-là, qui sont membres de l'AES, décident un peu de fonctionner comme les autres pays de la CEDEAO? De toutes les façons, ça regarde le Bénin et le Niger. Nous, on ne s'en mêle pas. Oui, j'avoue que le silence de l'AES pour l'instant est assez déconcertant, c'est vrai. Est-ce qu'on ne veut pas en rajouter? Parce que effectivement, si le Mali et le Burkina Faso se mettent du côté du Niger, alors là réellement ça acte une fracture politique, géographique entre les États sahéliens et puis les autres États, principalement le Bénin. Est-ce qu'on veut pas envenimer les choses, ou est-ce que on n'est pas sûr aussi des informations et on n'est pas sûr également des intérêts des partis? Parce qu'il peut y avoir un troisième larron aussi qui se cache. Il faut pas seulement voir la géopolitique internationale, mais il faut voir également celle régionale. Parce que quel acteur aurait intérêt ici comme ça à dégrader les relations entre le Bénin et les autres pays de la sous-région? À qui est-ce que ça profite? À qui profite le crime? À qui profite le crime? Voilà, c'est une piste de réflexion. On a tendance à... Ça n'est pas que c'est inexistant, en tout cas l'influence des grandes puissances, principalement occidentales, l'influence des grandes puissances dans la prise de décision des acteurs régionaux, en particulier, de toute façon, ceux qui financent principalement la CEDEAO. Et puis, il y a également des intérêts en termes économiques. Au FMI, lorsqu'on est endetté, il faut aussi y avoir un certain lest qui est lâché. Est-ce que négocier comme ça vis-à-vis de certains acteurs internationaux permet également de lisser les choses aux côtés de ces institutions internationales? Est-ce que il y a clairement une ingérence qui vient mettre du sable dans la lisibilité de ces décisions de nos chefs d'État, mais je pense que ça n'est pas surestimé. Il y a également une mécanique, une logique, une dynamique proprement régionale, et je pense que c'est celle-ci qui prime. Alors, je vous l'ai promis que vous aurez droit à l'entrée du loup et de la louve. L'instant est venu. Le loup et la louve. Crise Bénin-Niger, quel danger pour la géopolitique régionale? Nous recevons pour vous Hulda Mama, elle est experte en relations internationales. C'est le duel entre l'invité, le loup et la louve. Bonsoir Carles. Bonsoir Tati. Bonsoir Billy. Bonsoir Tatiana. Alors Carles et Billy, je vous laisse avec l'invité. De grâce, ne la dévorez pas, Carles. Non, merci. Madame Hulda, je suis content d'être en face de vous. Je vous ai suivi avec attention au début de cet entretien. Vous avez dit des choses intéressantes, mais j'avais une impression bizarre. J'avais l'impression d'écouter RFI.
C'est parce que vous êtes né en France que vous avez cette lecture française de l'actualité africaine? Non, d'abord, écoutez, RFI, je pense pas que j'ai forcément les lectures de RFI. Peut-être que vous entendez un peu trop mon accent. Non, aucunement. Parce que je ne pense pas que dans mes prises de parole, je me garde de taxer et d'indexer clairement lorsqu'il est en question l'impérialisme de toute nature. Je pense que j'ai fait référence à son implication et puis à l'influence qu'il peut avoir dans la prise de décision de nos chefs d'État. Malheureusement, ce que vous n'aurez pas de ma part, et c'est peut-être ce qui vous manque, parce que c'est un peu un mal de l'époque, c'est que je ne suis pas dans une posture dégagiste, c'est que je ne suis pas dans une posture populiste, et que je ne vais pas défendre mon intégrité intellectuelle et mon amour pour l'Afrique et pour sa souveraineté. Pour moi, le panafricanisme, c'est une question de justice sociale. Et un élément que je n'ai pas développé dans les propos liminaires lorsque Tatiana m'a parlé, a évoqué mon parcours, c'est que ce soit en termes de justice, pour moi c'est simplement de la justice sociale qui est ciblée sur la cause du peuple noir, mais quand il s'agit de justice sociale également pour la question des femmes et pour d'autres causes également, mon cœur bat de la même façon et je suis de la même façon impliquée. Le problème, c'est qu'on est dans un système où on doit être hyper spécialisé sur les questions, sinon on peut avoir du répondant également sur d'autres questions de justice sociale. Donc je ne pense pas que j'ai fait en tout cas défaut à cette orientation. Simplement, il faut se départir encore une fois je me pose dans une posture plus analytique, loin de l'invective, de l'outrage et de l'outrance, parce que c'est un peu ce qu'on voit un peu sur les plateaux et sur les réseaux sociaux, c'est ce qui semble convaincre, c'est ce qui semble apaiser, c'est ce qui semble être pertinent aujourd'hui et galvaniser une certaine audience, mais je m'inscris absolument pas dans cette démarche-là et pour ma part, je l'assume totalement. Ben, vous avez habilement répondu à ma question, mais ça n'a pas tué en moi cette impression que j'ai. Je suis désolé de rester accroché à ça. Mais votre lecture, je sais pas, moi j'écoute un peu tous les médias et tout, je vois un peu, et cette question nigérienne me concerne. Je suis touché par cette question, je suis attristé. Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention parce que j'ai l'impression qu'on parlait de moi, qu'on parle de ce qui m'est plus cher. Et c'est ma lecture que j'ai parce que j'ai écouté un peu tout le monde. Mais cela n'empêche, vous êtes spécialiste en relations internationales, vous connaissez bien les médias. Mais je crois que dans cette crise-là, c'est le rôle des médias qui est le plus grand, parce que nous recevons des informations qui forgent la mentalité des peuples. Les gens se mettent... Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu le rôle des médias dans cette crise qui perdure? Oui, effectivement, c'est déjà de s'axer sur les faits et sur une certaine... d'avoir les bons outils également pour lire le monde social, pour l'interpréter. Mais il ne faut pas combler le vide que l'on a. Il faut laisser les questions il faut laisser les interrogations sur les questions et ne pas les combler avec des accusations, avec l'air du temps, parce que c'est aussi une méconnaissance de l'ordre international et de la capacité qu'ont les petits acteurs également à agir à influer sur les grandes décisions, parce que il faut pas oublier que avec une multiplicité d'acteurs aujourd'hui, il y a la capacité pour les petits de réellement tracer leur chemin et d'imposer également leurs intérêts. Donc lorsque vous voyez, c'est ce que fait très bien le Togo de Faure Gnassingbé par exemple, et si le Togo de Faure Gnassingbé le fait bien, le Bénin de Patrice Talon peut bien le faire. Si le Bénin de Patrice Talon peut bien le faire, le Niger d'Abdrahmane Tiani peut bien le faire également. Donc ça prouve bien qu'il y a autre chose en jeu que simplement une géopolitique internationale, parce que si, encore une fois, dans cette géopolitique internationale, le Togo s'en sort si bien, malgré le bafouement
quand même des critères de gouvernance aujourd'hui démocratiques, eh bien, c'est bien qu'il y a une raison, et l'amitié avec les États-Unis, l'amitié avec la France, l'amitié avec les régimes soi-disant frondeurs de l'ordre international. L'amitié avec Israël. L'amitié avec Israël, l'amitié hein. avec le Mali, avec le Burkina Faso, avec le Niger, dont il a servi, qu'il a sauvé dans les premières heures de la crise au lendemain du coup d'État du 26 juillet. C'est bien qu'il y a moyen de tracer son chemin, et c'est bien qu'il ne faut pas surestimer ces déterminants internationaux. Madame Oudette Mama, bienvenue à nouveau. Ma première question, c'est, face à cette crise Bénin-Niger, à qui véritablement la faute? Le Bénin, le Niger ou la CEDEAO? Je pense que c'est d'abord une lecture de la CEDEAO qui a tendance à appliquer les mêmes sanctions, appliquer les mêmes solutions à tous les problèmes. On a réagi d'une certaine façon lorsque le coup d'État d'août, et puis après d'août 2020, et puis après de mai 2021 sont survenus au Mali, avec un embargo assez sévère. On a réagi d'une façon un peu moindre lorsque Damiba est arrivé en janvier 2022, et lorsque Ibrahim Traoré est arrivé en septembre 2022. En juillet 2023, on recycle les vieilles solutions pour répondre à un vieux problème, bien que ces solutions n'aient pas montré leur effet, leur efficacité, puisqu'au Mali, ça a clairement créé un réflexe national et ressoudé les populations autour de leurs leaders. Et puis également, je pense que c'est le 14 janvier, il y a également une journée patriotique qui est célébrée tout le 14 janvier au Mali, donc en souvenir à ce choc qu'a reçu le Mali, et au fait qu'ils ont fait nation encore plus justement autour de leur parce que c'était le premier CNSP en fait, leur CNSP à eux, lorsqu'il est arrivé. Tiani a copié sur Bamako. Donc c'était le premier CNSP. Donc vous voyez bien que il y a là et c'est quelque chose que l'on observe en relations internationales de façon générale, c'est une difficulté des organisations, des institutions à se renouveler, à renouveler leur logiciel lorsqu'elles sont face à un certain problème. Donc il y a un mot scientifique pour cela, ça s'appelle la dépendance au sentier. Donc c'est quelque chose que les institutions ont du mal à dépasser, et que l'on voit pas seulement au niveau de la CEDEAO, mais de façon globale. Et vous disiez tout à l'heure lors de votre entretien avec Tatiana que cette crise, c'est la naissance d'une crise de confiance qui a engendré tout ce qui se passe actuellement entre le Bénin et le Niger. Et comment faire alors, selon vous, pour éradiquer cette crise de confiance qui est née entre ces deux États-là? Oui, il y a une crise de confiance, les répertoires de l'humiliation, et puis l'absence de réciprocité, parce que, j'insiste sur ce terme, parce que les traités c'est bien beau en relations internationales, mais ce qu'il y a de plus intuitif, de plus primitif, je dirais même, dans la constitution des États, et même à l'échelle individuelle, c'est je te traite de la façon dont tu me traites. Donc tu me donnes un coup, je te donne un coup. Tu me tends la main, je te tends la main également. Et c'est ce tac au tac, cette réciprocité basique, qui est en réalité le socle le plus ferme et le plus stable pour garantir des bonnes relations de coopération entre États. Au-delà des traités, et en réalité, alors que les traités sont arrivés à un certain moment, en tout cas dans les relations entre États, c'est cette réciprocité qui était, encore une fois, elle s'assoit sur cette réciprocité. Sans cette réciprocité-là, les traités sont en danger en réalité. Le droit international, qui est relativisé par ailleurs par un certain nombre de chercheurs, est en danger. Donc, c'est réellement le socle le plus important. Et quand, ça n'existe pas, c'est là que, le droit qui est de nature interprétative, c'est là que on peut, interpréter le droit à la lumière de ses intérêts. Et également, il faut se rappeler qu'il y avait une clause de force majeure dans les différents traités, dans un des différents traités qui encadre donc la commercialisation, le fonctionnement de ce pipeline Niger-Bénin. Le Bénin aurait pu l'invoquer également.
pour dire que, eh bien, à cause de cette force majeure-là, eh bien, on veut plus traiter avec le Niger, etc., etc. Donc, vous voyez bien qu'il y a plusieurs éléments qui s'entrechoquent. Il ne faut pas se limiter à une seule logique pour bien comprendre ce dont il est question. Ce qui veut dire que la base, c'est que les droits doivent être respectés de façon réciproque. De part et d'autre, il doit y avoir un respect entre peuples, et encore une fois, garanti par cette notion historique de réciprocité. Après, il y a des médiateurs qui doivent intervenir clairement. Non, mais est-ce qu'on peut dire que cette crise pourrait sonner le glas de la CEDEAO? Parce que déjà, moi, je me rappelle, avec la crise ivoirienne, les Ivoiriens l'ont chanté, que la CEDEAO n'était pas pour nous, c'était pour les Occidentaux. Aujourd'hui, à crise au Sahel, tout le monde dit que la CEDEAO est contre nous. Aujourd'hui, c'est la CEDEAO qui est quand même entre griffes le début. Je dis bien grise parce que je me dis que c'était pas là forcément les causes, mais entre griffes, la source de cette confrontation qu'il y a entre le Bénin et le Niger. Est-ce qu'on peut dire que c'est bientôt la fin de la CEDEAO? Je ne pense pas que ce soit la fin de la CEDEAO, n'en déplaise encore une fois aux tenants d'un certain dégagisme. Je pense que la CEDEAO doit se réformer, absolument. Je pense qu'on doit mettre un moratoire sur le protocole additionnel de la démocratie, en attendant de comprendre vraiment ce que l'on entend par cela. Qu'est-ce qu'on veut entre nous? Est-ce qu'on impose vraiment un régime démocratique? Est-ce que c'est seulement un cadre de réponse au coup d'État? Bon, en tout cas, ce protocole a été interprété de façon extensive par les chefs d'État de la CEDEAO. Substantiellement, les éléments n'étaient pas là en réalité pour appliquer sur la base de ce protocole des sanctions aussi sévères contre le Niger. Donc, je ne pense pas que la CEDEAO va disparaître, mais il faut absolument, elle a un tournant, mais les crises également sont une opportunité pour se renouveler. Il faut dire que malheureusement, je vois le procès que l'on fait à la CEDEAO, c'est un procès juste, et est assez similaire au procès qu'on fait à l'ONU quelque part, parce que la conférence des chefs d'État et de gouvernement focalise l'attention, comme le Conseil de sécurité au niveau de l'ONU focalise l'attention. Alors que de l'autre côté, vous avez des agences qui fonctionnent très bien, mais que serait le Soudan, que serait la RDC, que seraient certaines zones sans le Haut-Commissariat aux réfugiés, comment fonctionnerait en tout cas un certain nombre de dynamiques, et bien sans la FAO par exemple. Donc vous avez des agences qui fonctionnent très bien. Le problème, c'est la dimension politique à chaque fois des organisations. Le cœur, le Conseil de sécurité pour l'ONU, le cœur ici, en ce qui concerne la CEDEAO, étant la conférence des chefs d'État. Alors là, il y a clairement des conflits de loyauté, il y a clairement des ingérences, mais moi je suis pas là pour encore une fois jeter des accusations gratuites sans preuve. Je vais pas aller jeter l'opprobre sur un acteur. Il faut qu'il y ait des preuves solides. Donc ce qui me détache de certains acteurs. Je suis pas une activiste. Ce qui me détache de certains acteurs qui peuvent se permettre de lancer des accusations gratuites, ce qui n'est pas mon cas. Je pose des questions. Je mets en lumière des zones d'ombre et des inconséquences, mais c'est tout ce que je peux me borner à faire. Après, j'ai le droit d'avoir mes convictions. Alors, qu'est-ce qui se joue, pardon Béli, si vous le permettez, qu'est-ce qui se joue entre ces deux pays aujourd'hui dans cette crise? Qu'est-ce qui se joue entre le Bénin et le Niger dans cette crise? Je ne veux pas perdre la face devant les miens, ou alors, nous resterons tous campés sur nos positions. Pour la part du Bénin, moi, de ce que je lis, j'estime que j'ai l'impression que les autorités de notre côté, réellement, on fait patte blanche après l'erreur de l'application des sanctions. On fait patte blanche, on essayer de faire un monde honorable. Simplement, cette dynamique de l'humiliation extrêmement puissante, encore une fois, dans l'histoire des nations. Il faut se rappeler quand même que c'est l'humiliation du traité de Versailles qui a fait émerger du côté de l'Allemagne un régime ultranationaliste et le nazisme qui a suivi. Donc l'humiliation est extrêmement importante parce que quelqu'un qui est humilié n'a plus rien à perdre. C'est extrêmement important. Donc, et elle peut être instrumentalisée, cette humiliation. Donc il y a une humiliation qui a été ressentie de la part du peuple nigérien, et à quel moment on sera quitte
vis-à-vis du Bénin de cette humiliation. Ensuite, encore une fois, elle peut être instrumentalisée aussi par les autorités pour asseoir une légitimité en l'absence de légitimité démocratique, pour asseoir une légitimité, encore une fois, pour faire nation autour et contre un ennemi qui serait représenté par un voisin. Donc, vous avez, je pense, cet élément, ce terme-là qui est important. Et puis, il y a une contre-humiliation de la part du Bénin, parce que vous faites tout. Vous envoyez même vos ministres, vos ministres d'État, celui de la coordination de l'action gouvernementale, Monsieur Biotiané, vous envoyez également... Sam à Dambi. Oui, vous envoyez à Dambi, mais ça c'était pour la missive là, et pour cette mission de WAPCO. Vous envoyez également le ministre d'État, Ouattani également, qui est allé. Vous allez envoyer le ministre de l'Agriculture. Donc vous voyez, c'est classique du gouvernement pour faire un monde honorable, pour constater l'ouverture de la frontière. Je vous ai parlé de l'importance de la réciprocité en relations internationales. C'est du blabla à paix. Quand on parle, les traités, c'est du blabla quand ça n'existe pas. Donc il y a une espèce de contre-humiliation qui est également ressentie de la part du Bénin. Pour l'instant, le Bénin ne le montre pas trop, mais la moutarde pourrait monter. La moutarde pourrait monter, et c'est là que ça peut être dangereux. Donc il faut absolument arrêter les choses de part et d'autre. Donc je pense que c'est des dynamiques très importantes qui ont fait leurs preuves dans l'histoire des nations, leurs preuves dans leur explosivité, dans les conséquences nocives qu'elles peuvent avoir. Et ici, je pense qu'il serait bon d'y prêter attention. Et selon vous, certaines personnalités ou certains experts béninois pensent que Talon devrait solliciter l'intervention de ses présidents, c'est-à-dire Soglo et Boni-Yayi, pour intervenir, pour pouvoir aider à l'éradication ou à l'amélioration de la situation et tout. Qu'en pensez-vous? Oui, je pense que ce sont des pistes à explorer. Toutes les volontés, toutes les bonnes volontés aujourd'hui sont les bienvenues pour désamorcer cette crise qui, encore une fois, met à mal le Bénin et le Niger, mais pas seulement. C'est l'image de toute l'Afrique qui est en jeu, parce que, regardez, les gens vont se dire, en premier chef des investisseurs internationaux, on investit des milliards pour la construction d'un pipeline qui est censé leur assurer un certain revenu, qui est censé pouvoir leur permettre de s'appuyer dessus pour financer leur développement, leurs infrastructures, leur système éducatif, qui est censé pouvoir les sortir d'une certaine ornière également, avec les difficultés, les sanctions qui sont passées par là entre-temps. Et vous voyez ces Africains-là, eh bien, qui se mangent le nez encore une fois et qui n'arrivent pas à saisir cette opportunité. Donc, c'est un peu l'image qu'on peut avoir. Donc, c'est un peu difficile de cette perception-là. Donc, les conséquences ne sont pas seulement à notre niveau, c'est également l'image de l'Afrique que l'on renvoie. Je pense qu'il faut renvoyer une image responsable et encore une fois, ça pourrait avoir des conséquences sur le long terme. Encore une fois, en termes de perception du risque de la part des investisseurs. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer quand même les dernières attaques contre le pipeline qui est au cœur du conflit aujourd'hui? Le conflit a commencé par la fermeture des frontières. Aujourd'hui, c'est le pipeline et on se dispute. Du côté du Bénin, il y a eu des arrestations. Ça a été fait pour prévenir un sabotage. Quelques jours après, le vrai sabotage survient du côté de Niamey. Et comment est-ce qu'on peut interpréter ça? Est-ce qu'il n'y a pas juste un défaut d'information? Parce que si le Bénin l'a évoqué, ça veut dire que le risque existait quelque part, quelques jours après la première attaque et deuxième attaque. Est-ce que ce ne serait pas le jeu d'un troisième larron? C'est ce que j'ai évoqué, monsieur. Merci de reprendre mes termes. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas tous mauvais et pas tous venant de RFI. Non, je vous remercie pour ça. Au moins, ça va, l'honneur est sauf. Merci beaucoup. Donc, oui. Comment interpréter cette succession d'événements, d'informations, d'attaques et puis la réalité qui vient après? Oui, mais alors, clairement, c'est ça. Dans ce désordre ambiant, tout le monde peut profiter de cette faille-là et alimenter à ses fins en tout cas les dissensions entre les autorités étatiques de part et d'autre de la frontière entre le Bénin et le Niger. Alors l'attaque, c'est vrai que les autorités béninoises ont fait état de menaces à la sûreté nationale.
Alors, je suis enclin à croire évidemment les autorités nationales. Vous avez de l'autre côté, encore une fois, ça n'a pas été beaucoup relayé, mais le 12 juin passé, il y a eu une attaque au niveau du pipeline qui a tué 6 militaires d'une patrouille qui surveillait les installations, qui n'a pas été revendiquée. On pense que c'est le JNIM parce que c'est lui qui opère dans la région. Et vous avez là, dans la nuit d'Atabaski, cette attaque est bien de la part du Front patriotique, en tout cas le auto-proclamé Front patriotique de libération. Il faut comprendre d'où vient ce FPL en réalité. C'est une branche d'un groupe qui, en mai 2023, avait déposé les armes et rallié le président Bazoum. Or, en juillet, donc juin-juillet, 2 mois plus tard, vous avez un coup d'État qui intervient de la part du CNSP. Et au sein de ce groupe-là qui avait rallié le président Bazoum, il y a des dissensions. Et dans le cadre de ces dissensions-là, il y a un petit groupe qui s'émancipe de cette fédération et qui constitue le FPL et qui dit combattre le CNSP parce que il avance et en cela, il vient appuyer une lecture du coup d'État qui avait été faite par divers acteurs, celle disant que en réalité, le CNSP, en particulier le général Tchiani, serait parrainé par l'ancien président Issoufou, qui, en réalité, voudrait faire main basse sur la manne pétrolière et qui, serait vexé par la façon dont le président Bazoum, essayait d'apporter une certaine orthodoxie dans la gestion, de la manne pétrolière. Donc, vous avez l'idée que le CNSP est là pour s'accaparer les ressources du pays. Donc, en tout cas, c'est la rhétorique de ce FPL, et donc qui s'oppose directement au CNSP en disant ce ne sont pas des vrais patriotes, ils sont là pour servir des intérêts privés. Le truc, c'est que en réalité, lorsque ces coups d'État se passent et lorsque ces transitions commencent, il peut y avoir une logique qui a pu prévaloir au début, mais celle qui permet de continuer le coup d'État et de fédérer l'ensemble des acteurs, et celle qui va mener peut-être à la finalité des ambitions du CNSP ne sont pas les mêmes. Donc, peut-être qu'au début, c'était le cas, mais entre-temps, qu'est-ce qui est intervenu pour souder les acteurs? Parce que ces interventions, on nous dit que l'entente n'est plus cordiale entre le général Tchiani et l'ancien président Issoufou. Les accusations du FPL ont été corroborées par la famille de Mohamed Bazoum, en particulier sa fille qui est montée au créneau sur les médias, qui accusait l'ancien président d'être encore une fois le parrain d'Abdrahmane Tchiani. Donc vous avez comme ça, c'est en tout cas l'explication du FPL, de ses actions. Après, encore une fois, sur le FPL peuvent s'agréger, encore une fois, d'autres choses. Est-ce que des puissances qui ont été bootées hors du Niger peuvent aussi venir soutenir le FPL? Est-ce que des intérêts également qui sont ceux, tout à l'heure dans votre intervention, vous avez évoqué les notations des agences, en fait, les appréciations des agences de notation qui augmentent les taux parce qu'il y a une crise par-ci, il y a une crise par-là en Afrique. Mais généralement, est-ce que c'est pas les crises qui leur profitent le plus? Parce que quand il y a crise, il y a guerre en Libye, par exemple, plus rien n'est stable et chacun vient se servir. Bon, alors ça c'est pas une question. En général, ce sont des entreprises d'État qui viennent s'installer, mais pas toujours les privés. C'est vrai qu'il y a des fleurons nationaux à qui ça profite, mais je ne suis pas... oui, monsieur. En général, ce sont des entreprises d'État, mais il y a également des fleurons nationaux qui viennent profiter du gâteau. Je pense que peu importe la façon, peu importe l'agenda des puissances internationales, elles ne peuvent rien faire sans division interne. Rien faire sans division interne. On dit qu'une civilisation ne peut pas être détruite de l'extérieur si elle n'est pas mangée de l'intérieur. Donc je pense qu'il faut arrêter aussi pas une certaine victimisation parce qu'elle fait sens historiquement et elle fait sens encore aujourd'hui via un certain nombre d'ingérences, mais il faut arrêter de tout expliquer par ce biais-là parce que s'il n'y avait pas des trahisons internes, ces choses-là n'existeraient pas également. Donc il y a clairement des appuis également internes à l'impérialisme et c'est d'abord ça qu'il faut commencer à dénoncer.
Voilà, merci le loup et la louve. Avant de partir, Carles, vous avez toujours la lourde tâche de nous faire un bref résumé de tous les propos avancés par notre invité. J'avoue qu'aujourd'hui, l'exercice sera difficile. Essayez quand même, c'est quand même vous, le littéraire maison. Je suis d'accord, mais je n'avais pas fini d'en découdre avec l'invité. Donc, partie remise à l'heure. Je reste un peu sur ma soif. Et bon, je sais qu'elle a de la ressource et que ça vient. Et je sais que cette ressource, elle a hérité de son père qui était déjà un peu dans la profession du journalisme et qui lui a permis d'avoir une certaine culture internationale à la lecture et beaucoup d'autres choses qui lui ont permis quand même de se forger une carapace qui lui permettent quand même d'aborder avec aisance la matière qu'elle a fini par étudier, qui est l'actualité internationale, les relations internationales. Et dans le cas d'espèce, en ce qui concerne le conflit entre le Bénin et le Niger, elle a pu quand même faire sa lecture. Elle a compris que le véritable problème aujourd'hui, c'est un problème de communication, c'est une question d'intérêt. Et actuellement, on ne saurait dire exactement à qui ça profite parce que ni le Bénin n'en profite, ni le Niger n'en profite. Tous les peuples en souffrent, mais chacun reste dans son ego et chacun veut affirmer son indépendance pour dire c'est moi le Bénin, c'est moi le Niger. Et pour ces raisons-là, c'est le statu quo. Et il y a des infiltrations qu'on ne saurait expliquer parce que les actes qui se posent dans ce cas ne peuvent provenir d'aucun des deux États parce que ça n'arrange personne. Mais ces actes viennent pour envenimer la situation. Le Niger s'est senti humilié par son frère béninois à qui il faisait confiance plus qu'aux autres, avec qui il partage beaucoup plus d'espace, mais fait beaucoup plus confiance à ce frère avec qui il partage la même langue, dont il utilise le port et tout. Mais voilà que ce frère est la figure de proue de toutes les sanctions et de cette humiliation. Donc il fallait rendre le coup. Et pour pouvoir rendre le coup, le Bénin aussi se sent un peu humilié parce que les démarches, l'expression du regret, le déplacement des autorités béninoises de haut niveau ne change rien à la situation. Et cette histoire d'arrestation de quelques agents nigériens dans un périmètre plutôt sécurisé ne fait qu'envenimer la situation. Et aujourd'hui, elle a peur que la situation perdure trop longtemps parce que nous ne voyons pas la sortie de crise et les autorités de part et d'autre sont un peu plus ou moins campées sur leur position. Et il y a un pays voisin qui profite très bien de la situation, qui est le Togo, qui fait comme s'il n'était plus de la CEDEAO, qui fait comme s'il y aurait toutes les sanctions, mais qui se sert royalement sur le dos du Bénin qui ne peut rien dire. Tout ça, c'est au prix de je vais dire des conventions internationales, et tout ça c'est la CEDEAO qui se meurt, même si elle n'a pas voulu admettre que la CEDEAO se meurt. La CEDEAO en souffre quand même et qu'elle espère que les positions vont changer et que bientôt ça ira mieux dans la sous-région ouest africaine et encore plus entre les deux peuples frères du Bénin et du Togo. C'est bon? C'est bon. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de cet après-midi. Crise Bénin-Niger, quel danger pour la géopolitique régionale? Nous avons reçu pour vous Hulda Mama, elle est experte en relations internationales. Je peux d'ores et déjà vous dire que vous avez réussi haut la main cet exercice parce que c'est difficile de s'en sortir quand le loup et la louve vous prennent en duel. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous le samedi prochain pour une autre émission de Politiquement Féminin. Ça se passe tous les samedis sur ESAE Télévision, la télévision de l'excellence.